Aujourd'hui, j'intègre la plaquette OCXO de ma vidéo 638 dans un boîtier. Mais auparavant, je révise à nouveau le circuit d'ajustement de fréquence. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Cette vidéo se veut un peu la suite de ma vidéo numéro 638 qui couvrait la découverte de cette plaquette d'OCXO. Donc, oscillateur de référence 10 MHz, oscillateur dans une chambre en température, donc oscillateur de haute stabilité. Je vous avais mentionné que je ferais la mise en boîtier de cette plaquette éventuellement. Ben pourquoi pas le faire dès maintenant? Et l'autre chose que je vais profiter de faire, c'est modifier à nouveau le circuit d'ajustement de l'oscillateur. Lorsque j'ai changé deux des résistances du circuit d'ajustement pour la fréquence, pour l'amener exactement à 10 MHz, ben, ça m'a permis de faire fonctionner l'ensemble puisqu'on n'atteignait pas le 10 MHz auparavant. Mais je l'ai fait de façon fonctionnelle, mais pas nécessairement idéale, dans le sens où une grande partie de la plage d'ajustement du potentiomètre de 100 kΩ ici ne faisait que très peu de changements à la fréquence et lorsqu'on arrive dans les parties plus basses de résistance que l'effet était beaucoup plus grand. Et c'est le prix à payer lorsqu'on a un potentiomètre qui est en parallèle avec une autre ou d'autres résistances. Son effet est très, très petit jusqu'à ce que les valeurs de résistance deviennent similaires entre le pot et les autres résistances en parallèle. Alors, je vais réviser à nouveau ce circuit pour rendre un potentiomètre beaucoup plus linéaire. Alors, je révise le circuit et on fait la mise en boîtier. Bien, commençons justement par la mise en boîtier. J'ai deux possibilités. Ben, j'en ai plusieurs. On pourrait dire on met ça dans une boîte grosse comme ça. On met beaucoup d'isolation. Dans ce cas-ci, je vais opter pour une solution beaucoup plus compacte, beaucoup plus petite. Et la raison, c'est que cet oscillateur n'est pas un oscillateur de très haute stabilité. Et donc, l'utilité d'avoir un oscillateur petit, compact, mais protégé dans un boîtier, pour moi, est plus grand que de tenter d'aller chercher la stabilité la plus grande possible. Et cette stabilité la plus grande possible, ben, j'irai la chercher avec la mise en boîtier de cet autre oscillateur. Ça sera pour une prochaine vidéo. Un oscillateur de récupération, 10 MHz aussi, que je mettrai dans un boîtier. Mais ça sera pour une autre vidéo, comme je vous mentionne. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur celle-ci. Alors, mes deux possibilités de boîtier. J'avais d'abord ce boîtier ici, qui est en multiples morceaux. Et je les aime beaucoup, ces boîtiers. J'en ai plusieurs. C'est la marque Compact, COMPAC. Je ne connais pas cette marque. J'avais ramassé un lot de ces boîtiers. Ce que j'aime, entre autres, c'est qu'ils sont très modulaires, qu'il y a des blocs de fixation à l'intérieur, ce qui est très pratique là, pour mettre des plaquettes PCB. Et on peut les enlever, ces blocs, bien sûr. Ils sont vissés en place. On peut les retirer si on ne les veut pas. Il y a deux plaques, supérieure et inférieure, qui nous permettent d'accéder au montage. Et celle inférieure est plus grande avec des trous de montage, 4 trous de montage pour fixer le boîtier dans un autre appareil, dans une situation où ça doit être fixe. Donc, j'aime beaucoup ces boîtiers et, par chance, la plaquette loge dans le boîtier. Pas de problème. Ça rentre juste, mais ça entre. Et, par contre, les deux connecteurs qui sont ici vont nous causer des ennuis, puisqu'il faut quand même caler la plaquette assez profondément, dû à l'épaisseur, la hauteur de l'oscillateur. Ben, il faudrait faire des trous qui sont soit très allongés, soit carrément un sillon jusqu'à la profondeur finale, ce qui serait pas très bien, pas très esthétique. Et s'ils étaient très allongés, peut-être que je pourrais insérer la plaquette avec un angle, une fois rendu dedans, redresser. Mais non, ce n'est pas élégant. Alors la solution serait de retirer ces connecteurs, de mettre des très petits bouts de fil qui restent sur des connecteurs montés sur le côté à quelque part, là, où ça dégage bien sûr l'électronique interne. Et ça serait la solution définitivement la plus simple. Mais comme vous voyez, ça entre tout juste. Mais ce serait beaucoup plus de travail. En termes de poids total, peut-être ça serait un peu plus lourd que ma solution numéro 2. Les trous de montage sont intéressants, mais cette fois-ci, je vais passer à une autre solution. C'est la solution que j'ai déjà utilisée pour ce synthétiseur. Cette référence, je crois que c'est un SI5351A, une plaquette que j'ai construite sur mesure. J'ai fait ça dans mes vidéos.
Je vous inclus un lien dans la description ci-dessous. C'est un synthétiseur, donc j'avais fait une plaquette PCB sur mesure pour loger ce synthétiseur à 3 sorties. Et bien, croyez-le ou non, ce même boîtier, j'en ai un autre de réserve, ben, la plaquette logerait exactement dedans, très bien. Si vous regardez, là, je vais sortir les connecteurs sur le côté, là, si vous regardez, ça loge très bien avec un espace. Donc, la plaquette s'accote sur les rails inférieurs. Et en termes de hauteur, si je ferme le boîtier, voilà, comme cela, ben, il y a de l'espace pour l'oscillateur aussi. Ça pourrait loger dedans sans problème. Et pour ce qui est des connecteurs, ça serait beaucoup plus simple, puisque, regardez, lorsque la plaquette est assise au fond, c'est simplement cette plaquette-ci qui est affectée. Donc, on pourrait faire simplement des sillons, 2 sillons qui vont descendre pour aller chercher le bas des connecteurs. Donc, même peut-être que des trous pourraient faire. Possiblement que oui. On pourrait insérer dans des trous et ensuite descendre la plaquette. À voir. Quelque chose à essayer certainement. En termes de largeur, tout est beau. En termes de hauteur, tout est beau. Naturellement, il faudrait mettre un film de protection dans le fond pour être bien certain qu'il n'y aurait pas de court-circuit avec des pattes, là, entre autres les pattes de l'oscillateur. Quoique, si ça touche, ben, je les couperai. Mais il y a quand même besoin d'espacement, de dégagement pour la partie inférieure du connecteur. Alors, ça serait très facile d'intégrer. Côté connecteur d'alimentation, ben, un sillon à partir du haut, suffisamment profond, et aussi pour la partie supérieure. Donc un demi-lune, là, en haut et en bas, sur les 2 côtés, ferait très bien le boulot là, de faire assez d'espacement pour pouvoir insérer le connecteur coaxial d'alimentation. Très facile avec cet ensemble plutôt que celui-ci. Alors, je vote pour celui-ci. J'ai toutes les plaques et tout. Si vous voulez savoir, si vous êtes curieux, vous voulez faire la même chose, ce boîtier se vend pour environ 4 $ sur AliExpress. Et il y en a même qui existent avec des onglets de montage. Même dimension interne avec onglets de montage, peut-être un peu plus cher, mais c'est une solution qui est très, très raisonnable. C'est en aluminium, anodisé, martelé, je ne sais trop. Mais très beau boîtier et ça donne un très bon résultat à la fin. Donc, je me lance. Et lorsqu'on aura fait l'aspect mécanique et tout sera correct, on fera l'aspect électronique. Bon, voilà. Alors, première étape de fait. J'ai réussi à percer 2 trous. Bien sûr, j'ai utilisé un marqueur là, pour transférer des dimensions. Et puis à l'horizontale, ben, j'ai utilisé un pied à coulisse, là, comme ça. Là. Et puis j'ai transféré les bonnes dimensions en marquant la devanture. Utilisé un poinçon et finalement percé. J'ai utilisé des forets graduellement plus grands. J'ai utilisé un peu une lime circulaire pour finir. Et à l'intérieur, je n'avais pas le choix. Il fallait que je gruge les rails. Et j'ai utilisé donc une Dremel avec une pointe en... je vous dirais quoi, là, abrasive, là, en sable, là, circulaire. Là. Et puis, j'ai graduellement, très tranquillement, usé là, les parties en aluminium. Ici, l'aluminium, c'est facile à travailler, hein? Pour dégager suffisamment d'espace pour les parties carrées là, des connecteurs. Et ben, tout est bien rentré avec, disons, égratignure, on n'aime pas. J'aurais dû mettre un ruban ici, cache, là, pour protéger la surface, mais c'est à l'intérieur, donc c'est pas plus grave. Et tel quel, ça loge très bien. J'ai dû couper les broches de l'oscillateur. Il était trop long et elle touchait au fond, elle empêchait d'amener la plaquette sur le rail. Et donc, il me reste maintenant à travailler sur le connecteur d'alimentation. Et comme vous voyez, c'est comme ce sera 2 demi-lunes, là, un sur la partie inférieure ici et l'autre sur la partie supérieure. Donc, c'est assez facile à faire. Je vais simplement limer et j'obtiendrai le résultat final. Alors voici le résultat final. J'ai fait 2 demi-lunes, comme je vous avais expliqué, avec une lime ronde. Nous, on appelle ça une queue de rat. Voilà, l'alignement était à peu près parfait. Et lorsque je prends un connecteur coaxial,
je peux définitivement brancher l'alimentation et la retirer. Ça, c'est correct. Et à l'intérieur, je vais mettre un morceau de mousse, comme ceci. C'est le dessous d'un tapis de souris que j'ai découpé. Donc, juste ici, avec le couvercle appuyé, va maintenir la plaquette en place, à fond. Et c'est ce que je voulais. Je ne veux pas utiliser des vis, évidemment. C'est assez... ça loge assez serré. Là. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'appliquer une force verticale. Et puis, avec le couvercle en place, c'est ce que ça va faire. J'ai appliqué, et croyez-moi, ce n'est pas visible, là, vous ne le verrez pas, mais j'ai appliqué un film plastique. D'ailleurs, on voit une bulle ici. Ce que vous voyez, c'est comme une bulle d'air qui est restée sous le film. Alors, j'ai appliqué un film de protection pour être certain qu'il n'y a aucun de ces contacts qui ne touche à la partie inférieure, donc métallique, juste ici. J'ai aussi percé un petit trou qui s'aligne avec, bien sûr, le potentiomètre d'ajustement. Juste ici, le petit trou, et tout ça s'aligne parfaitement lorsque tout sera fermé, et je pourrai ajuster la fréquence sans ouvrir le boîtier, ce qui est vraiment souhaitable, au fond. Alors, il ne me restera plus qu'à mettre les deux côtés, qui sont dans le petit sac ici, et l'ensemble serait complété. Alors voilà, ça c'est l'intégration finale. Je ferme le tout, on le branche, on le l'essaie, on l'ajuste. Les modifications que j'ai apportées dans la vidéo numéro 638 étaient faciles à faire. Il s'agissait simplement de substituer des résistances et le tour était joué. Et malheureusement, la réponse qu'on avait en gardant le même potentiomètre ici, la réponse tension versus résistance sur le potentiomètre, donnait quelque chose comme ça. C'est pas très linéaire. Et le problème que ça donnait, c'est que dans la zone de résistance très élevée, on pouvait faire varier la résistance passablement et la tension résultante, là, qui va vers l'OCXO, ne variait pas beaucoup. Mais soudainement, on frappait un genou, là, et là, on était dans une zone où ça variait énormément, la tension, en fonction de la variation de résistance. Alors, je n'aime pas cette réponse, et je me suis dit, pourquoi pas faire mieux? Alors, voici la modification que je propose. Alors, il y a une résistance fixe ici. Je vais plutôt la remplacer par un potentiomètre de 5 kΩ. Et je vais retirer cette branche ici complètement, retirer le potentiomètre, ce qui fait qu'on aura finalement un diviseur résistif ici entre une résistance de 20 kΩ, que je vais donc substituer à celle qu'il y avait avant, 20 kΩ ici, 5 kΩ maximum sur le potentiomètre, ce qui donne 4/5 de rapport. 4/5 de 2,5 volts, c'est 2 volts. Et donc, lorsque le potentiomètre va être complètement à son max, on aura 2 volts. Et si on ferme le potentiomètre, on a essentiellement 0 ohm ici, ou tout près, on va avoir le 2,5 volts qui va se retrouver directement ici. Et voici la réponse que je vais obtenir. Quelque chose qui est beaucoup plus linéaire. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, on aura, avec un potentiomètre de 10 tours, une réponse qui est assez constante, ce qui nous permettra de faire des ajustements définitivement plus fins qu'avec une réponse comme celle-ci, qui est, bon, soit dit en passant, inversée ici, puisque le potentiomètre est à un endroit différent dans le circuit. Ceci dit, d'insérer le potentiomètre ici, mécaniquement, ça peut causer un problème, puisque c'est une empreinte de résistance fixe 0,805. Le potentiomètre ne logera pas là. Alors moi, ce que je propose de faire, c'est de retirer l'ancien potentiomètre de 100K, de débrancher une des broches qui est à la masse, couper, donc à partir de la surface du PCB, couper cette connexion, et de mettre une résistance 0 ohm ici, ce qui va permettre d'avoir une liaison entre un point du pot vers ici, c'est l'équivalent d'avoir le potentiomètre, la broche du potentiomètre ici, et l'autre point du potentiomètre qui ne sera plus à la masse, je vais passer simplement un fil entre ici et physiquement ici, ce qui va finalement amener le potentiomètre à cette position-ci. Je vais évidemment mettre un potentiomètre de 5 kΩ plutôt qu'un potentiomètre de 100 kΩ. Et je vais remplacer la résistance R5 ici par une résistance de 20 kΩ. Donc, un cavalier 0 ohm, 20 kΩ ici, potentiomètre de 5 kΩ ici, mais on débranche ici et on vient plutôt brancher ici et on enlève la résistance qui est ici. Et ça devrait nous donner quelque chose de beaucoup mieux. J'ai donc remplacé le potentiomètre pour un potentiomètre de 5 kΩ. J'ai aussi passé un fil
de la face supérieure à la face inférieure, à travers un trou que j'ai percé. Il y avait en masse d'espace, et comme on sait qu'il n'y a pas de piste à l'intérieur, c'est une plaquette à deux faces, j'ai trouvé un endroit où il n'y avait rien, et j'ai percé un trou. Sinon, il aurait fallu que je passe le fil ici sur le rebord, aller jusqu'en dessous pour me connecter au potentiomètre. Et comme la plaquette est assise bien à plat dans le petit boîtier, ben, il aurait fallu que je passe le fil ici, ce qui aurait été très loin, un aller-retour, pas très beau, pas très élégant. J'ai pensé simplement faire un petit trou que j'ai bavuré, bien sûr. Et je suis venu me prendre sur R2, du côté de la référence 2,5 volts. Et l'autre côté de la résistance n'est pas branché, puisque j'injecte l'autre côté de la résistance à travers les pistes existantes, à travers une résistance de 0 ohm, comme expliqué. Et donc, le potentiomètre fait rôle de la résistance supérieure sur un diviseur résistif. L'autre résistance ici de 20K. Je l'ai installé juste ici. Et bon, il fallait aussi que je dégage la masse de cette broche. Hein. Les deux autres broches restent telles quelles, soudées sur la piste existante. Mais cette broche-ci, que j'ai attachée au fil, il fallait que je découpe la masse. OK, le plan de masse, comme il faut, avec un X-Acto. C'est pour ça que vous voyez, ça semble être vraiment rayé. C'est que j'ai travaillé autour pour couper. Même chose avant de poser le potentiomètre ici. C'était attaché à la masse sur le plan supérieur. Donc, j'ai découpé avant de poser le potentiomètre comme il faut. Donc, il ne restait que le trou qui passait bord en bord. Ce trou était totalement flottant. Avant que j'installe, bien sûr, le potentiomètre et que je soude le fil pour faire la continuité. Voilà, ça c'est fait. J'ai bien hâte de l'essayer. On va faire des essais. Mais avant tout, je vais finir l'intégration du boîtier et je vous montre le résultat final. Alors, faisons l'essai d'ajustement pour voir c'est quoi la plage d'ajustement de la fréquence au-dessus, en dessous. Je l'ai amené tout à fait à gauche, donc sens anti-horaire au complet. Et on mesure quoi? On mesure essentiellement 2,6 Hz plus haut. Alors maintenant, je vais amener le potentiomètre à l'autre extrémité, tout à fait à l'autre extrémité. Alors, il faut que je tourne 10 tours. Je ne les ai pas comptés, mais on va en tourner suffisamment pour être certain qu'on a atteint la limite. Voilà, ça continue à bouger encore. Non, ça là, ça ne bouge plus. Alors, on avait dit 2,6. Ici, on a 2,4 Hz. Alors, on est plus bas par 2,4 Hz. Et on peut aller plus haut à 2,6 Hz. Pas loin du centrage. Excellent comme cela. Et donc, je peux l'ajuster forcément à 10.000 exactement. Alors, l'échantillonnage se fait... Voilà, je continue. Se fait à 1 seconde d'intervalle pour aller chercher tous ces chiffres. Oh, aller un petit peu trop loin. On va ramener ça. Il y a toujours une zone là, où c'est mort. Hein, où voilà, là, ça commence à agir. Et voilà. Facile à ajuster maintenant. Très facile à ajuster avec la nouvelle plage d'opération qui est essentiellement linéaire. Donc, ça va très, très bien pour ajuster. Très heureux du résultat final. Quelques petites informations additionnelles avant de terminer cette vidéo. D'abord, je vous avais déjà mentionné qu'un oscillateur à quartz montre initialement un phénomène de vieillissement assez prononcé, c'est-à-dire que la fréquence d'oscillation du quartz prendra un certain temps pour se stabiliser, sur une période allant de quelques jours à quelques semaines. Évidemment, on parle d'une petite dérive en fréquence, la plupart du temps pas perceptible dans des applications courantes. Mais lorsque l'on mesure un oscillexo avec une grande résolution, comme je l'ai fait dans cette vidéo aujourd'hui, on la voit, cette dérive. En plus de ce vieillissement initial, il y a aussi un phénomène que je vais appeler du retraçage, c'est une mauvaise traduction, qui se produit lorsque l'oscillateur est gardé éteint pour une longue période. En anglais, ils appellent ça là, du retrace. Ça a rapport avec une courbe, là, traçage sur une courbe. Essentiellement, l'oscillateur va à nouveau dériver en fréquence sur une période plus courte, typiquement de quelques jours, pour éventuellement retrouver son point plus stable.
J'ai perçu ce retraçage de la fréquence pendant environ 3 jours. Et par la suite, l'oscillateur, sur cette plaquette que je vous ai montrée, il est devenu plus stable. La morale de l'histoire, donc, est si vous faites un ajustement fin de la fréquence d'un oscillateur à quartz, qu'il soit neuf ou d'occasion, attendez-vous à devoir retoucher cet ajustement à répétition dans les jours, même les semaines qui suivent. Je voulais aussi vous faire une mise à jour au sujet de ma demande de remboursement partiel de cette plaquette OCXO que j'ai montrée dans la vidéo. Vous vous rappelez peut-être dans ma vidéo 638, je ne pouvais simplement pas ajuster la fréquence de l'oscillateur exactement à 10 MHz. Je demandais donc un remboursement de 50% de la valeur de l'achat. C'est moi qui avais décidé de demander la moitié du coût, soit environ 7 $. Malgré quelques allers-retours d'échanges sur le site web d'AliExpress entre le vendeur et moi, dans ces échanges, j'ai fourni des clips de la vidéo numéro 638, clips montrant la défectuosité avant, ainsi que la correction que j'ai faite pour faire fonctionner. J'ai même montré le schéma de la correction. Malgré tout cela, le vendeur refusait toujours de m'accorder le remboursement partiel, prétextant que je ne démontrais pas clairement la faille. Eh bien, suivant ma réponse ultime, exprimant mon mécontentement au vendeur, c'est AliExpress eux-mêmes qui m'ont accordé le remboursement que je demandais. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'AliExpress règle des situations en ma faveur malgré le refus du vendeur et sans même que je ne fasse quoi que ce soit pour pousser la situation plus loin. C'est bon de savoir cela pour mes achats futurs. Maintenant, seriez-vous intéressé à ce que je fasse un peu le même exercice de mise en boîtier pour ce gros oscillateur Ovenair? Je ne voudrais pas vous importuner avec ce genre de vidéo. Alors, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Alors, c'est tout pour l'instant. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit clic sur le pouce vers le haut, ça me ferait bien plaisir. Merci pour votre soutien et à la prochaine.